Bon, donc, bienvenue officiellement à cette présentation qui est en fait une extension de notre saison de webconférence régulière. Euh, mais je vais commencer par me présenter. Jean-Sébastien Guénette, directeur général de Québec Oiseau. Puis ce soir, je vais agir comme maître de cérémonie pour aider, pour soutenir Laura dans cette webconférence. Habituellement, les webconférences de Québec Oiseau sont vraiment réservées aux membres de Québec Oiseau ou des clubs affiliés, mais ce soir, on a fait un spécial, on l'a ouvert à tous parce que le but, c'est de recruter des participants pour notre nouveau programme. Bon, c'est pas un nouveau programme, mais pour nous, Québec Oiseau, c'est un nouveau programme d'inventaire des plongeurs huards. Donc, on suppose qu'il y a peut-être quelques personnes dans l'auditoire qui ne sont pas familiers avec Québec Oiseau. Donc, brièvement, Québec Oiseau, c'est l'association, c'était l'ancienne association québécoise des groupes d'ornithologues. Donc, la mission est vraiment en deux volets. Donc, il y a un premier volet de promotion et de loisirs, promotion et développement du loisir ornithologique. Donc, on pense aux publications du magazine Québec Oiseau, organisation du congrès, on soutient les clubs d'ornithologie, on développe plusieurs outils pour les ornithologues. Après ça, on a un volet de suivi et conservation des oiseaux. Au niveau du suivi, c'est surtout par des coordinations de programmes de sciences participatives, donc eBird, SOS Pop. On a aussi travaillé sur le projet d'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Et le volet conservation, c'est vraiment, on a une équipe de biologistes qui travaillent sur aider à protéger c'est surtout avec les espèces en péril qu'on travaille, donc essayer de protéger les habitats ou niches ces espèces en péril-là via l'intendance des terres privées ou par le développement d'outils de guides techniques. Donc, voilà pour Québec Oiseau. Ensuite, c'est ça, le volet webconférence a été vraiment développé là, en lien avec la pandémie. Évidemment, quand tout le monde était enfermé à la maison, on a lancé le programme de webconférence. Puis même après la pandémie, on l'a continué parce que c'était vraiment intéressant pour nous et pour les ornithologues. C'est une façon pour nous de rejoindre un peu tout le monde au Québec. Donc, on a terminé en avril dernier la deuxième saison des webconférences de Québec Oiseau. Donc, habituellement, c'est de septembre à avril. D'ailleurs, on est en train déjà de monter, de réfléchir à la programmation pour la saison 2023-2024. Donc, s'il y en a parmi vous qui aimeraient soumettre une idée de conférence, vous avez juste à nous contacter avec vos idées de webconférence. Puis, comme je mentionnais tantôt, les webconférences en temps normal sont réservées aux membres de Québec Oiseau ou des clubs. Donc, si vous n'êtes pas membre de Québec Oiseau ou d'un club, on vous invite à le faire si vous voulez voir les prochaines webconférences qui vont débuter en septembre prochain. Et deux autres petits mémos promotionnels. Samedi prochain, c'est la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Québec Oiseau, on organise avec la Société de biologie de Montréal une activité au Parc Jean-Drapeau. Donc, il y a des randonnées guidées, je pense qu'ils sont complètes, mais vous pouvez toujours venir nous rencontrer. Une partie de l'équipe de Québec Oiseau sera sur place au Parc Jean-Drapeau, tout près de la biosphère. Donc, vous pourrez venir nous rencontrer, puis on va parler d'oiseaux avec tous les gens qui vont venir nous voir. Et l'autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'en ce moment, on est dans la période du Grand Défi Québec Oiseau, qui est une de nos principales activités de collecte de fonds, qui sert justement à financer des programmes comme le programme de suivi des plongeurs huards. Donc, vous pouvez soit participer en créant une équipe vous-même, vous joindre à une équipe qui existe, ou soutenir une équipe via des dons. Donc, le principe, c'est une petite compétition amicale entre les ornithologues où on essaie d'observer. On choisit une date en mai, on essaie d'observer le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux possible durant cette journée-là. Puis, on sollicite des dons pour la protection des oiseaux. En créant votre équipe, vous choisissez l'organisme à qui vous voulez, l'organisme bénéficiaire de vos dons. Donc, ça peut être Québec Oiseau, mais ça peut être aussi un club d'ornithologie du Québec ou un organisme de conservation qui a des projets sur les oiseaux. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour des petits mots promotionnels. Au niveau technique, on utilise la fonctionnalité webinaire de Zoom. Donc, c'est pour ça que vous voyez juste la caméra de notre conférencière et la mienne.
Donc, pour poser des questions, en ce moment, le clavardage est ouvert, mais je vais le fermer dans quelques instants parce que, bon, pour certaines versions, ceux qui regardent la conférence sur une tablette, à chaque fois que quelqu'un publie un mot dans le clavardage, ça fait un petit pop-up qui peut être dérangeant un peu. Donc, on va fermer tantôt le clavardage. Si vous voulez poser une question, utilisez la fonctionnalité Q&R ou Q&A selon la version de Zoom que vous avez. Puis les questions, on va les garder pour la fin. On y reviendra à la fin de la webconférence. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, on serait déjà rendu au moment de présenter notre webconférencière. Donc, Laura, c'est une de nos petites recrues à Québec Oiseau. Donc, on travaille avec Québec Oiseau depuis février 2023. Donc, ça fait quelques mois. Puis bon, on travaille évidemment sur le projet d'inventaire de plongeurs huards, mais contribue aussi à plusieurs autres projets de conservation des espèces en péril, sur le martinet, l'hirondelle de rivage, les oiseaux champêtres. Donc, on la tient occupée un peu, un peu beaucoup. Donc voilà. Et c'est ça, Laura détient une maîtrise en écologie de l'Université Paul Sabatier à Toulouse, en France, et une autre maîtrise de l'Université Concordia à Montréal. Elle a d'abord étudié le comportement maternel chez le chevreuil européen, puis après ça, s'est intéressée au rôle des vocalisations du mâle chez le renne. Puis un peu avant de travailler pour Québec Oiseau, elle a aussi quelques expériences comme éducatrice naturaliste. Donc, voilà, je pense que ça fait une présentation de Laura. Donc, je te laisse la parole pour présenter le projet d'inventaire des plongeurs huards. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour cette introduction plus que complète. Bonjour à tous et puis merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde réuni pour le plongeon huard. Bon, en même temps, comment ne pas être intéressé, fasciné par cet oiseau qui est, on peut le dire, emblématique au Canada. Donc c'est ça, aujourd'hui je vais vous faire une introduction à ce programme de sciences participatives qui s'appelle l'Inventaire canadien des plongeons huards. Donc avant toute chose, faut savoir que c'est un programme qui a été développé par Oiseau Canada, mais qui est maintenant réalisé en partenariat avec Québec Oiseau. Donc, c'est un partenariat tout récent, mais c'est ça qui me donne l'opportunité aujourd'hui de vous faire la présentation du programme tout en français. Donc, ça s'adresse tout particulièrement aux Québécois. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans ma présentation. Donc, j'imagine que parmi vous, il doit y avoir peut-être des profils différents, peut-être des participants déjà actifs du programme, et puis sinon, des gens qui s'y intéressent, qui envisagent peut-être même de participer à la saison 2023 qui approche à grands pas. Donc voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de vous donner un petit aperçu sur l'oiseau, le plongeon huard, ses caractéristiques, son comportement. Je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur le plongeon huard. Puis ensuite, je rentrerai dans le vif du sujet, donc avec le programme de l'Inventaire canadien des plongeons huards, qu'on abrège aussi ICPH, pour faire plus simple. Donc voilà, je vous présenterai rapidement un peu les objectifs du programme, ce qui nous a appris depuis sa création, et enfin, je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir pour participer. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions, il me fera plaisir d'y répondre à la fin. Et puis, petite précision, normalement, la webconférence qui est actuellement enregistrée devrait être disponible aussi en ligne sur notre chaîne YouTube, si jamais vous voulez la revisionner ou la partager avec des gens que ça pourrait intéresser. Donc, n'hésitez pas. Bon, j'allais faire une petite présentation de Québec Oiseau, mais qui de mieux que notre directeur général pour en faire la présentation. Donc voilà, il vous a à peu près tout dit. Donc je vais passer là-dessus. Et puis de toute manière, si vous voulez plus d'informations, j'ai mis notre site web, là, québecoiseau.org. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le site ou à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, le plongeon huard. Donc,
je suis pas mal sûre que beaucoup d'entre vous en ont déjà aperçu, sur, les lacs, au Québec. Il est assez facilement reconnaissable, dans son plumage dit nuptial. Le mâle et la femelle sont assez identiques. Ils ont ce dos, mosaïque noir et blanc assez caractéristique. La tête, elle, est toute noire, y compris le bec d'ailleurs. Heu, il y a le collier qui est, rayé, puis, le dessous, de l'oiseau va être tout blanc. Et aussi ses yeux caractéristiques, tout rouges. Donc ça, comme je le disais, c'est son plumage nuptial. Donc c'est dans ce plumage-là qu'on va le voir en général, au Québec. Mais pendant l'hiver, il portera un plumage beaucoup plus terne, puis avec, du blanc, au niveau des joues, du cou. Donc le plongeon huard, c'est une espèce, migratrice. On va avoir l'occasion de l'observer, partout au Québec, pendant sa période de nidification. Donc qui va s'étendre plus ou moins d'avril à octobre. Et en fait, il va aussi, se trouver à peu près partout au Canada, sauf dans l'extrême nord, puis dans certaines zones méridionales, comme dans les prairies, par exemple. Donc on va le retrouver notamment sur, les lacs, en forêt. Heu, Au contraire, pendant l'hiver, il va viser plutôt les côtes est et ouest de l'Amérique du Nord, pour se, avoir des eaux libres de glace finalement. Donc il va viser les lacs, les baies, les océans. Et puis en général, ils vont se regrouper pendant cette période-là, pour pouvoir, se nourrir. Donc, par exemple sur la côte est, on va pouvoir le trouver de Terre-Neuve à peu près, jusque dans le golfe du Mexique. Ensuite, donc arrivé au printemps, donc vers, mars à juin, le plongeon huard va migrer. Il migre, pas mal en groupe avec des haltes sur des cours d'eau, des lacs. Les principaux déplacements vont se faire, en avril, ce qui fait qu'il va commencer à arriver, au Québec, vers avril-mai. Donc, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà noté, l'arrivée des plongeons huards, à leur lac. Donc ensuite, on enchaîne, comme je le disais tout à l'heure, avec, la période de nidification, la période de reproduction. À ce moment-là, les huards vont souvent retourner au même lac d'une année sur l'autre, donc on va souvent retrouver les mêmes couples. À ce moment-là, ils vont être, très territoriaux, ils vont juste se retrouver, couple par couple sur un lac. Et puis la nidification se fera surtout au mois de mai et juin. Donc c'est le mâle en général qui choisit l'emplacement du nid, qui va se faire, sur la rive, mais très, très proche de l'eau. Parce qu'une particularité du plongeon huard, c'est que ses pattes sont placées très en arrière de son corps, ça lui permet de se propulser dans l'eau, mais ça lui permet pas de marcher sur la terre ferme. Donc ça, le couple va construire un nid qui va être relativement simple, juste une petite coupe, peu profonde, dans le sol ou, faite de végétation entassée. Hem, donc ensuite le couple va après reproduction, la femelle va pondre, en général 2 œufs. La couvaison va durer à peu près 1 mois. Elle va se faire à la fois par le mâle et par la femelle. Et puis, petit terme technique, c'est une espèce qui est dite nidifuge. Donc ça veut dire que les jeunes, les petits après éclosion, ils vont pouvoir, très rapidement être capables de quitter le nid et nager. Même s'ils vont encore, dépendre pas mal des parents, notamment pour se nourrir. Donc voilà, ça clôt notre période de nidification. Puis arrivé, à l'automne, à partir de septembre à peu près, les huards vont commencer à se regrouper pour, migrer vers leur aire d'hivernage. Donc ça fait à peu près le tour du cycle annuel de notre plongeon huard.
Au niveau de son comportement, on peut aussi parler, par exemple, de son alimentation. Donc, comme son nom l'indique, c'est un oiseau plongeur. Donc il va pouvoir se propulser, sur l'eau, mais aussi sous l'eau. Il a d'ailleurs une très bonne vision sous l'eau. Ça va lui permettre donc de capturer des petits poissons pour se nourrir, des invertébrés aussi et à l'occasion quelques plantes aquatiques. Donc ça, puis les parents vont nourrir les petits, pendant, quasiment tout l'été. Les petits vont pas mal dépendre des parents. Ils vont aussi, pendant les premières semaines, se reposer sur leur dos. Hem Et puis, finalement, ils voleront peut-être au bout de 2 mois et demi à peu près. Heu Donc une autre caractéristique, je pense, pour laquelle, le plongeon huard est très connu, c'est son cri, son chant. C'est un oiseau qui va beaucoup communiquer, notamment en mai-juin. La communication va être très importante, notamment au sein de la bulle familiale, mais ça va lui permettre aussi, de communiquer avec, les voisins, en fait, les plongeons huards qui vont se trouver sur des lacs à proximité. Heu et puis, heu les vocalisations vont aussi, servir, en cas d'intrusion sur le lac. C'est, un oiseau qui est très territorial, donc à ce moment-là, on va vraiment entendre le cri du huard si un autre plongeon huard arrive sur un lac déjà occupé par un couple. Heu donc ça, on a donc notamment le hurlement, qui va être utilisé, par les mâles pour défendre leur territoire, et qui va être utilisé, dans des rencontres plutôt agressives avec d'autres individus. Donc normalement, je devrais être capable de vous faire écouter, le hurlement. Donc très caractéristique, probablement que vous avez déjà entendu ce son-là. On a aussi le trémolo. Le trémolo, lui, va plutôt, servir à signaler, l'approche d'un danger, donc comme un prédateur, par exemple. Donc c'est une vocalisation qui va pouvoir prévenir le danger, au sein de la famille, mais aussi, avec les voisins, comme je le disais, tantôt. Heu, le cri plaintif et le ululement, vont être des vocalisations qui vont plus lui servir au sein de la bulle familiale pour communiquer, pour pouvoir se retrouver, et garder contact, finalement. Donc voilà, le ululement, j'ai pas d'exemple à vous faire écouter, mais c'est juste, une syllabe, un «ou», voilà. Donc je pense que ça fait à peu près le tour du plongeon huard. Ça vous donne un bon aperçu, des caractéristiques de cet oiseau. J'espère que ça vous en aura appris un peu plus. Hem, mais on va maintenant pouvoir, rentrer dans le vif du sujet, et parler du programme de l'inventaire canadien des plongeons huards. Donc comme je le disais, au début de ma présentation, c'est un programme de sciences participatives d'Oiseaux Canada. Bon, déjà, qu'est-ce que la science participative? En fait, ce sont des projets, de collecte de données et d'informations sur le terrain qui impliquent, les citoyens, donc comme vous et moi, mais peu importe l'âge, peu importe la formation, ça demande pas de connaissances particulières. Plus ou moins n'importe qui peut participer à ce genre de programme, heu, contribuer, en collectant des données. Donc ça permet d'amasser un jeu de données, quand même assez important. Donc l'ICPH, a été créé, donc développé par Oiseaux Canada en 1981, donc il y a plus de 40 ans maintenant. Au début, il était seulement, en Ontario, mais il s'est étendu ensuite à
tout le Canada une dizaine d'années après, donc en 1992. 40 ans donc après sa création, en 2021, Oiseaux Canada a publié un rapport que je vous invite d'ailleurs à aller voir, à aller lire, qui fait le bilan de ces 40 ans de conservation, de collecte de données. Et donc je vais vous en présenter les grandes lignes, juste après. Mais c'est donc un rapport qui va présenter, ce que le programme nous a permis, d'apprendre, sur la situation des plongeons huards au Canada, grâce à ces 40 ans de collecte de données, par les citoyens canadiens. Et puis d'émettre donc des hypothèses sur, qu'est-ce qui influence finalement, ces tendances-là. Et puis de manière tout récente, donc cette année en 2023, comme je le disais tout à l'heure, on a la création du partenariat entre, Oiseaux Canada et Québec Oiseaux pour ce programme. Donc c'est un partenariat qui a plusieurs objectifs. Le premier est de pouvoir faciliter et améliorer les, communications en français pour le programme. Ce qui fait que je suis maintenant la personne en fait ressource, avec les participants francophones à travers tout le Canada. Bon, on s'entend, ça concerne particulièrement le Québec. Et d'ailleurs, le deuxième objectif très important du partenariat, c'est de donner plus de visibilité au programme, au Québec, parce qu'on manque de participants au Québec. Donc voilà, l'idée, c'est donc d'inciter les Québécois à se joindre au programme et à collecter des données en faisant le suivi des lacs de leur choix. Donc, c'est ça. En ce qui concerne mes objectifs, il y en a 4 principaux. Le premier et le plus important probablement, c'est d'évaluer les tendances et les profils de la productivité des plongeons huards. Donc, ce qu'on appelle productivité ici, c'est le nombre de jeunes produits par couple. Donc on va s'intéresser, au nombre de petits, que chaque couple de plongeons huards vont produire chaque année. Plus spécifiquement, on va s'intéresser aux jeunes qui atteignent l'âge de 6 semaines au moins. Pourquoi cette précision-là? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas juste au nombre, par exemple, d'œufs pondus par couple? C'est qu'à 6 semaines, les jeunes vont avoir atteint une taille suffisamment, conséquente pour avoir un risque de prédation relativement faible. Donc ils vont avoir un taux de survie, qui va être assez élevé et ils vont avoir, de grandes chances finalement d'atteindre l'âge adulte. Donc ça va nous permettre en fait de pouvoir prévoir les futurs changements dans le nombre d'adultes, des populations de plongeons huards au Canada. Donc c'est ça, on veut évaluer les tendances, savoir comment, la population se porte, savoir on si on doit s'attendre à un déclin ou pas finalement. Deuxième objectif, ça va être de déterminer les facteurs qui influent sur cette productivité. Heu, donc très important pour finalement contribuer à la préservation des plongeons huards, mais aussi des lacs, parce que surveiller les huards, ça va nous permettre, d'avoir une bonne idée de si nos lacs au Canada finalement sont en bonne santé. Et cela va passer bien sûr par la sensibilisation du public, face à l'importance des huards et de la santé des lacs. Heu, En ce qui concerne l'étendue du programme, donc les participations se font surtout dans la partie méridionale, du Canada. On compte plus de 4 000 participants depuis, la création, du programme en 1981. Donc c'est quand même un programme très populaire qui est quand même majoritairement populaire en Ontario, comme vous pouvez le voir avec, l'amas de points noirs, au niveau de l'Ontario. On a certains participants qui participent chaque année depuis,
une trentaine d'années, d'autres qui vont participer plus ponctuellement. Donc, ici, le graphique montre rapidement ce que je disais un peu juste avant, c'est qu'on a une popularité qui est quand même plus élevée en Ontario. Si vous regardez le trait rouge, ça montre le nombre de couples de plongeons UR suivis chaque année selon les provinces. Donc en rouge, c'est l'Ontario. Donc le Québec est en pointillé vert. Vous pouvez voir que on est bien plus bas, on manque de participants. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on avait à peu près 500 participants partout au Canada, pas loin des 2/3 juste en Ontario, mais on n'avait même pas 10% des participants au Québec. Donc, d'où le partenariat avec Québec Oiseau. Finalement, ici, on peut voir l'évolution de la productivité au fil des années. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça, ce sont des résultats qui ont été obtenus avec des études qui ont été menées et qui ont été publiées dans le rapport des 40 ans. Donc, en 40 ans, finalement, on a apporté un jeu de données, on est arrivé à un jeu de données très important. Mais l'intérêt, c'est de voir ce que ça nous a appris. Des études ont été menées et on peut voir ici qu'à l'échelle du pays, finalement, on a une productivité qui est en baisse, avec moins 1,4% en moyenne par année. Donc, vous pouvez voir qu'au début du programme, on avait une productivité d'environ 0,7 jeunes par couple par année. Bon, c'est un chiffre qui parle pas trop. C'est un chiffre qui est inférieur à un jeune par couple par année, mais c'est que tous les couples produisent pas forcément des petits chaque année. Donc, en moyenne, on est à moins de un jeune par couple par année. Mais ça, au début, on était à environ 0,7. Maintenant, on est à environ 0,55. Au final, on a une réduction totale d'environ 20% en une trentaine d'années, 30-40 ans. Donc, ça fait quand même une baisse importante. Et puis ici, vous pouvez voir en pointillé bleu, ça marque le seuil de 0,48. Donc, si la productivité en fait passe en dessous de ce seuil, ce qui risque d'arriver si la tendance se maintient comme à l'actuel, une fois ce seuil dépassé, on commencera à avoir un déclin au niveau de la population adulte des plongeons UR. Et on aura donc de moins en moins de plongeons UR au Canada. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette évolution, mais à une échelle plus fine, à l'échelle des régions au Canada. Donc, comme vous pouvez le voir, les tendances varient. On va avoir une baisse de productivité beaucoup plus prononcée dans les prairies ou dans les provinces de l'Atlantique. Et puis, curieusement, au Québec, on n'a pas de baisse apparente. Il semblerait que la productivité est stable au fil des années. Il n'y a pas vraiment d'explication pour ça. Mais on peut se demander si le manque de données dû au manque de participation dans la province pourrait pas un peu fausser cette tendance. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de collecter plus de données pour voir si cette stabilité se vérifie et puis aussi pouvoir l'expliquer finalement. Parce que peut-être que les plongeons UR du Québec détiennent des indices qui vont permettre d'aider la conservation des plongeons UR partout dans le pays finalement. Donc, globalement, on a quand même une baisse de la productivité au Canada. Puis on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui cause cette baisse. Donc, il y a des hypothèses, mais il faut savoir que ça va impliquer des facteurs multiples avec des interactions complexes. Donc, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails. Vous pourrez lire le rapport des 40 ans si ça vous intéresse.
Mais les hypothèses principales qui ont été émises, c'est que la baisse de productivité va être très liée à la pollution qui va causer des pluies acides, ce qui va augmenter la teneur en mercure des lacs. Donc ça va ensuite avoir un impact sur les poissons et les huards, donc plus ou moins directement. Et puis forcément, tout cela est affecté et aggravé par les effets des changements climatiques. Donc tout ça, on n'en aurait pas finalement conscience sans la participation à l'ICPH. Donc, on est très reconnaissant pour les 4000 participants depuis la création du programme. Mais le travail continue pour justement mieux comprendre et puis finalement déterminer les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour éliminer, si possible, les problèmes et puis freiner la baisse de productivité des plongeons-huards et éviter le déclin de la population. Donc, si vous voulez aider, sachez que le suivi de n'importe quel lac, partout dans l'aire de reproduction au Canada, est considéré vraiment comme un ajout important au jeu de données. Même si aucun huard n'est présent à votre lac, ça reste quand même des données intéressantes qu'on va pouvoir, utiliser pour comprendre. Et puis forcément, si votre lac est au Québec, à ce moment-là, vos données sont d'autant plus les bienvenues. Donc, pour un aspect plus pratique, comment participer au programme et en quoi ça consiste de participer à l'ICPH? Donc, dans les grandes lignes, si vous envisagez de participer à l'ICPH, votre site de référence, je vais pouvoir vous le montrer plus tard, ça va être Nature Counts, sur lequel il va falloir vous inscrire au programme. Et vous allez pouvoir donc confirmer votre participation annuelle. Vous pourrez même choisir si vous voulez recevoir un kit de participants en version papier par courrier ou alors en version électronique par courriel. Puis dans un second temps, on vous demandera de choisir le lac que vous voulez surveiller pendant la saison. Donc ça peut être un lac, ça peut être plusieurs lacs, ça peut être aussi juste une section de lac, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à gauche. Si le lac est très grand, vous pouvez ne surveiller qu'une section. C'est tout à fait possible. Et puis peut-être que d'autres personnes surveilleront d'autres sections du lac. En tout cas, nous, ce qu'on vous invite à faire chaque année, c'est de lire les instructions, le protocole ça va vous donner toutes les informations nécessaires à la collecte des données et puis de manière à ce que nous, on puisse les utiliser ensuite. Donc, dans les grandes lignes, participer, ça consiste en quoi? C'est assez simple. Il vous suffit simplement de visiter le lac de votre choix au moins 3 fois durant l'été. Au minimum, il faut un suivi une fois en juin. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir voir s'il y a des couples sur place. Ensuite, une fois en juillet, pour voir s'il y a des nouveau-nés. Et puis, une fois en août, pour voir si les petits donc, survivent et puis vivent assez longtemps pour prendre leur envol. Donc, finalement, est-ce qu'ils ont atteint ce seuil dont je vous parlais de 6 semaines âge auquel ils vont avoir de grandes chances de survivre et de pouvoir prendre leur envol. Donc, à chacune des visites, de vos visites pendant l'été, il vous sera demandé en fait simplement de compter le nombre de couples, le nombre d'adultes, de huards que vous allez pouvoir observer sur le lac, et puis le nombre de jeunes. Au mois d'août, ce sera important d'essayer de déterminer l'âge des jeunes pour savoir, pour évaluer s'ils ont plus ou moins de 6 semaines.
À moins de 6 semaines, on va les appeler poussins. À plus de 6 semaines, on va les appeler juvéniles. Donc, vous avez ici un exemple enfin, une image, c'est un extrait en fait du formulaire papier qu'il faut remplir. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une ligne qui correspond au mois de mai. Le suivi au mois de mai est facultatif, mais si vous avez l'occasion de visiter votre lac au mois de mai déjà, à ce moment-là, vous pouvez nous faire part de vos observations. Mais c'est absolument essentiel que vous visitiez au moins une fois votre lac en juin, en juillet et en août. Il faut compter à peu près 2 heures d'observation à votre lac pour assurer un bon suivi, être sûr que vous ne manquez pas un plongeon huard qui soit adulte ou petit parce que il est possible qu'un des adultes, par exemple, soit parti chercher de la nourriture ou qu'il y ait un des adultes qui soit en train de couver le nid. Donc à ce moment-là, si vous passez au moins 2 heures à faire le suivi, ça vous assurera d'observer tous les adultes et les jeunes qui pourraient être présents sur votre lac. Donc voilà. Puis après avoir fait votre observation, vous n'aurez plus qu'à reporter finalement vos données sur le formulaire. Donc, soit le formulaire comme je vous le montre là, soit le formulaire en ligne directement que je vous montrerai juste un peu plus tard. Et puis finalement, il ne faudra pas oublier d'envoyer vos données. Donc, soit le formulaire envoyé par la poste, soit soumettre vos données en ligne au plus tard le 15 septembre. On essaie de collecter les données au plus tard le 15 septembre. Donc comme je le disais juste avant, en août, il sera important d'essayer d'évaluer l'âge des jeunes. Donc ici, vous pouvez voir les différents stades au fil des semaines. Donc au début, le poussin en duvet, puis à 2-3 semaines, à 4-6 semaines, et enfin les juvéniles. Les juvéniles à 6 semaines vont être quand même assez reconnaissables. Ils ont perdu la majorité de leur duvet. Vous pouvez voir quand même plus de plumes que de duvet. Donc finalement, que vous soyez propriétaire, riverain, plaisancier, campeur ou pêcheur, vous allez pouvoir simplement en fait profiter de vos activités estivales pour faire le suivi d'un lac. Ça peut être très bien une activité familiale, ça s'adaptera bien aux enfants, ou une activité entre amis par exemple. Il y en a certains qui en font une tradition perpétuée d'année en année. On invite aussi les groupes et associations comme les associations de lacs ou de chalets à nous aider en se joignant collectivement au programme. Donc simplement pour avoir plus d'informations, puis pour pouvoir vous inscrire, vous aurez juste à vous rendre sur ce site web-là, donc oiseaucanada.org/UAR. Puis on va pouvoir y faire un tour ensemble dès maintenant. Et je vais vous montrer un peu comment naviguer, trouver les ressources et puis vous inscrire et remplir finalement le formulaire en ligne pour ceux qui préfèrent plutôt que le formulaire papier. Donc, même, une fois sur Google, donc simplement rentrer l'adresse que je vous ai indiquée, oiseaucanada.org/UAR. Vous arriverez normalement sur la page principale de l'inventaire canadien des plongeons UAR. En descendant un peu, vous pourrez ici consulter le rapport des 40 ans dont je vous parlais, qui est entièrement disponible pour consultation. Moi, je vous invite vraiment à le lire si vous êtes un peu curieux.
Un peu plus bas, vous aurez ici la description de poste bénévole. Donc, ce document-là va vraiment résumer, expliquer en quoi ça consiste le programme. C'est probablement le premier document qu'il vous faudra lire. Ça vous permettra de connaître vos responsabilités, ce que ça implique de participer à ce programme-là, et puis finalement, savoir si c'est fait pour vous. Et ça répondra probablement à la plupart des questions que vous pouvez vous poser sur le programme. On y vient ensuite, vous allez trouver l'accès ici au portail des bénévoles. C'est vraiment le portail par lequel vous allez passer pour vous inscrire et puis rentrer vos données. On y viendra juste après. Et puis un peu plus bas, pas mal de ressources qui s'adressent pas forcément aux participants au programme. Ça s'adresse à n'importe qui s'intéresserait au plongeon UR et à sa conservation. Donc voilà, ça va expliquer un peu comment protéger les plongeons UR, puis vous en apprendre plus sur cette espèce. Vous aurez également les informations de contact pour le programme. Je vous les redonnerai à la fin de ma présentation. Donc, comme je le disais, le lien important, c'est le portail des bénévoles. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez arriver donc sur le site de Nature Counts, comme je vous le disais tantôt. Si le site s'affiche en anglais, n'hésitez pas à changer la langue en haut à droite. Et puis en descendant, la partie principale va vous fournir la plupart des ressources dont vous aurez besoin pour participer au programme, notamment la section ici de participation à l'inventaire canadien des plongeons UR. Vous allez trouver les instructions, le protocole dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, qui se présente comme ceci et qui va vraiment décrire finalement comment participer, comment saisir les données en ligne, comment saisir les données sur le formulaire papier, comment se connecter à partir d'un cellulaire, puis comment créer un formulaire de relevé en ligne. Voilà, vous allez trouver vraiment toutes les instructions liées à votre participation au programme. Vous aurez ici sur le portail des bénévoles également le formulaire de données papier. Si vous désirez l'imprimer puis le remplir. Comme je le disais aussi, vous allez pouvoir demander à le recevoir par courrier, mais pour vous le présenter rapidement, donc ça va demander des renseignements sur vous, sur le participant, des renseignements sur le lac. Vous allez aussi pouvoir préciser si vous voulez surveiller le lac au complet ou juste une section. Ici, vraiment la saisie de données par rapport à vos observations que je vous montrais tout à l'heure, avec donc le nombre d'adultes, le nombre de couples, et puis ensuite le nombre de jeunes par couple. Vous aurez également quelques questions par rapport au nid. Et puis ici, la dernière page est facultative, mais si vous y connaissez un peu en identification d'oiseaux, on vous invite également à nous faire part de vos observations, savoir si vous avez pu observer certaines espèces autour du lac. Donc, une fois revenu
sur le portail des bénévoles. Un autre document intéressant, c'est ici la foire aux questions. C'est un document qui va répondre aux questions les plus posées sur le programme. Donc éventuellement, si vous avez une question que vous vous posez, jetez un coup d'œil là-dessus, puis probablement que vous y trouverez la réponse. Donc en remontant, ici sur la droite, vous allez pouvoir trouver un endroit pour vous connecter ou vous inscrire. Donc si vous n'avez pas déjà un compte Nature Counts, vous allez pouvoir procéder à votre inscription avec le bouton s'inscrire. On va le faire très rapidement ensemble. Donc, je vais vous donner un exemple de test. Puis vous pourrez refaire ça par la suite chez vous. Hop. Donc, votre nom, prénom, bien sûr. Votre nom d'utilisateur, c'est ce qui va vous servir à vous connecter. Votre courriel, très important. Quand vous allez vous inscrire, vous allez normalement recevoir un courriel de confirmation. Vous pouvez choisir votre mot de passe. Hop. Puis après, je vous laisserai regarder toutes les options que la création d'un compte vous offre, donc le bulletin d'information d'Oiseaux Canada, par exemple, la communication des partenaires, donc c'est notamment nous, Québec Oiseaux. Voilà, vous pourrez regarder ça en vous inscrivant. Affiliation, là, à ce moment-là, c'est facultatif. Moi, par exemple, je vais marquer mon affiliation à Québec Oiseaux. Vous allez pouvoir indiquer si vous faites, par exemple, partie d'une association de lacs ou de chalets ou d'un club ornithologique, par exemple. Puis comme ça, si vous êtes plusieurs à vous inscrire de la même association, du même groupe, nous, on va pouvoir avoir l'information. Donc, l'adresse postale va être importante pour deux choses. La première, c'est si vous voulez qu'on vous envoie un kit de participation par courrier, à ce moment-là, il nous faudra forcément une adresse postale. Mais l'adresse postale s'avère utile même si vous voulez saisir vos données en ligne, parce qu'on s'est rendu compte en 40 ans du programme que le suivi des UR passe aussi par le suivi des participants, parce que si on arrive à un problème avec les données, c'est important qu'on fasse un suivi des participants. Donc, c'est important de fournir votre adresse postale, puis vous remarquerez plus tard que le système la requiert pour pouvoir saisir vos données. Hop. Donc, voilà. Puis ici, vous allez pouvoir choisir la langue de communication préférée. Si vous choisissez le français, à ce moment-là, les communications se feront avec moi. Si vous choisissez l'anglais, les communications se feront avec Cathy Jones, qui est la responsable des bénévoles chez Oiseaux Canada. Donc ici, automatiquement, comme on est passé par la page de l'inventaire canadien des plongeons UR, ça va vous proposer de vous inscrire au programme. Donc vous pouvez juste laisser ça cocher. Bon, forcément, on va vérifier qu'on n'est pas un robot et puis il ne vous manquera plus qu'à cliquer sur inscription. Donc normalement, vous allez recevoir un courriel de confirmation à ce moment-là qui, vous pourrez lire, qui vous donne quelques informations. En revenant sur le site, donc à ce moment-là, vous allez pouvoir voir que vous êtes connecté. Puis si on revient sur... donc là, finalement, je suis
je suis déconnectée, il n'y a pas mon nom qui apparaît ici, donc je vais pouvoir retourner ici et me connecter avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Sachez que si vous avez déjà un compte Nature Counts, par exemple, si vous avez participé à un autre programme de Oiseaux Canada, on vous a probablement demandé de créer un compte Nature Counts. À ce moment-là, ce sera important que vous utilisiez le même compte. Donc, ne passez pas par l'inscription ici. Connectez-vous directement avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et une fois que vous avez cliqué sur connexion, à ce moment-là, un bouton rouge d'inscription va vous permettre de vous inscrire plus spécifiquement au programme de l'ICPH. Donc, n'allez pas vous recréer un autre compte au complet si vous avez déjà un compte Nature Counts. Donc, on se connecte. Hop. Voilà, donc ici, je suis connectée, je vois mon nom en haut. Par rapport à tout à l'heure, vous allez voir un encadré jaune apparaître en plus qui va vous demander si vous voulez vous inscrire pour la saison 2023. Donc la saison 2023 qui va commencer en juin ou peut-être même déjà en mai si vous voulez, si vous avez l'occasion. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir, comme je le disais, un kit papier ou un kit électronique. Donc le kit va comprendre le formulaire, les instructions, puis les documents finalement qui vont vous permettre de participer. Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Si jamais vous changez d'avis en cours de route, vous pouvez tout simplement m'écrire par courriel et puis je pourrai vous envoyer l'autre. Donc, voilà. Simplement, une fois que vous avez cliqué sur inscription, à ce moment-là, ça vous montrera que vous êtes bien inscrit. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être l'onglet soumettre. C'est ce qui va vous permettre de soumettre vos données en ligne. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous êtes inscrit en ligne, vous pouvez à ce moment-là choisir de collecter vos données, de saisir vos données sur le formulaire papier. Puis sur le formulaire papier, vous trouverez l'adresse postale à laquelle envoyer vos données à la fin de la saison. Mais pour ceux qui choisissent de saisir les données en ligne, vous allez vous rendre dans Soumettre données. Vous arriverez sur cette page. Pour ceux qui n'ont jamais participé, vous verrez que vous n'aurez pas de formulaire créé en 2023 et vous n'aurez pas non plus de lac ou section à sélectionner dans le menu déroulant. Pour ceux qui ont déjà participé, à ce moment-là, vous allez pouvoir, dans le menu déroulant, sélectionner un lac que vous avez déjà suivi, puis créer un nouveau formulaire. Et à partir du moment où vous avez créé un nouveau formulaire, il apparaîtra ici à la place de ce message et vous pourrez le remplir par la suite. Mais ici, comme c'est la première fois que je participe, je vais devoir ajouter un lac ou une section. Donc, même chose ici, ça va encore vous proposer de choisir un lac que vous avez déjà préalablement suivi. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est précisé, vous n'avez pas encore de lac ou de section définie. Donc, on va pouvoir passer à l'onglet de la deuxième étape ici, qui va être de trouver un lac existant. Donc, ici, vous avez la possibilité de rentrer le nom du lac que vous voulez suivre et vérifier s'il existe déjà dans notre système. Donc, on va prendre un exemple au hasard. Donc, avec le lac Wapisakong, qui se trouve au Québec. En cherchant le lac, vous verrez apparaître, donc s'il existe, une carte avec des points rouges qui vont vous indiquer la position des lacs entrés dans le système. Donc à ce moment-là, ce sera important de vérifier et sur la carte et puis en dessous, dans la liste, si le lac que vous cherchez, il est bien là. Donc c'est possible que le point soit mal placé ou que votre lac en fait n'existe pas. Mais là, en l'occurrence, vous allez pouvoir voir ici le lac qui nous intéresse, c'est celui-là. Et il y a plusieurs points rouges parce que vous allez voir ici dans la liste
que ça vous propose le lac au complet, ici, ou bien juste des sections. Donc, par exemple, ici, on va avoir le bassin 1, le bassin 2, le bassin 3. Puis, ces sections-là, vous allez pouvoir les situer sur le lac. Donc, par exemple, ici, on a le bassin 4. Ici, on a le bassin 3. Donc, vous pouvez très bien, si vous trouvez votre lac ou votre section, vous pouvez très bien cliquer sur «Utiliser cette aire de recensement» directement et ça va vous permettre d'accéder, au formulaire pour faire le suivi de ce lac ou de cette section. Heu, il est possible aussi que quand vous allez entrer, le nom du lac, bah, il ne soit pas dans le système, tout simplement. À ce moment-là, il vous faudra passer à la troisième étape, ajouter un nouveau lac. Donc à ce moment-là, le site vous demandera d'indiquer le lac et vous allez pouvoir suivre les étapes pour, ajouter le lac au système, et créer un formulaire pour ce lac-là. Nous, on va prendre, juste pour l'exemple, un lac déjà existant. Alors, ce que vous pouvez essayer si avant de créer un nouveau lac, c'est au cas où, l'orthographe est pas bonne ou quoi, essayez de pas entrer forcément le nom du lac au complet. Donc là, par exemple, je vais mettre que le début du nom du lac que je cherche. Puis moi, je cherche, le petit lac, Nomineng, par exemple. Donc ici, j'ai mes points rouges. Donc ça ressemble pas mal au lac que je cherche, puis je vais confirmer ça dans la liste en dessous. Donc c'est ça, on a le petit lac Nomineng, puis je peux soit en faire le suivi du lac entier, ou alors il y a une section qui a été déjà suivie au préalable. Bon là, vous remarquerez qu'elle a un nom un peu particulier, c'est probablement le nom qui a été changé par un administrateur, parce que c'est important quand vous définissez une section, de nous donner le plus d'informations pour décrire cette section, heu, pour qu'on sache finalement, quelle partie du lac vous suivez. Donc admettons, nous, on veut suivre, la section, ici du lac. Je vais pouvoir aller, bah, ajouter une nouvelle section, au lac ici. Donc je vais cliquer ici et vous allez voir que qu'une section a été je vais pouvoir choisir finalement le petit lac, puis ce sera la section, nommée 2, comme il y en avait déjà une, qui va m'être attribuée. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir sélectionner et ça va créer le formulaire pour me permettre de faire le suivi de cette section-là. Donc ici, le formulaire va, se présenter en 7 parties. Donc ça va correspondre aux parties du formulaire, papier également. Tout d'abord, les informations sur le participant, elles vont se remplir automatiquement, avec votre profil. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est important de rentrer votre adresse postale notamment dans votre profil. Sinon, si ces champs-là ne sont pas remplis, vous n'allez pas pouvoir passer à la partie suivante. Puis si jamais vous avez oublié de rentrer votre adresse et que vous ne pouvez pas passer à la partie suivante, le système ne vous laissera pas entrer votre adresse, ici. Il faudra retourner, hop, dans l'onglet en haut à droite, puis sélectionner «Profil». À ce moment-là, vous pourrez changer n'importe quelle information de votre profil et notamment ajouter votre adresse si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, en passant à la partie suivante, la partie 2 va concerner les renseignements sur le lac. Donc, vous allez voir les renseignements, présentement disponibles sur le lac. C'est une section, qui va devoir être remplie seulement si vous avez des modifications à faire par rapport à ces renseignements déjà disponibles ou, heu, ou si vous avez des informations additionnelles. Donc si par exemple vous suivez le lac au complet puis que les renseignements sont déjà complets, vous pouvez juste passer à la partie suivante. Dans notre cas, nous, on est en train de créer une nouvelle section, donc à ce moment-là, on a des informations, importantes à ajouter. Donc, je n'ai pas recensé ce lac l'année dernière, ni cette section.
Donc, le nom du lac, à ce moment-là, on va rentrer petit lac. Voilà. Le nom de la section, je vais l'appeler section sud-est. Donc, pour le nom de la section, vous pouvez soit vous fier à un nom officiel, par exemple le nom d'une baie, ou alors l'appeler d'une manière relativement descriptive, qui pourrait être facilement compréhensible par les gens qui vont traiter vos données. Donc là, juste, je vais préciser que cette section sera supprimée par l'administrateur. Donc, province, on est dans la province du Québec. Le comté, c'est, on va mettre Label. Puis, hop, on va mettre Label ici, puis ici, on dans les Laurentides, par exemple. Ici, vous allez avoir la possibilité de décrire votre section, donc notamment de donner la distance et la direction à partir de la localité la plus proche. Donc là, par exemple, je vais mettre 4 km au sud-est de Nomineng. Mais à ce moment-là, je vous invite vraiment à décrire le plus possible pour qu'on puisse comprendre quelle section du lac vous allez suivre. La carte ici va vous permettre de placer un repère sur votre section ou sur le lac que vous suivez. Donc, si le lac est déjà rentré dans le système, c'est possible qu'il y ait déjà un marqueur rouge. À vous de voir si, ça correspond bien à l'endroit où vous allez faire le suivi. Sinon, à ce moment-là, vous allez pouvoir placer le marqueur au bon endroit. Donc là, en l'occurrence, je vise mon petit lac et puis je vais placer mon repère bleu au milieu de ma section, qui est donc la section sud-est du lac. On passe à la partie suivante. Est-ce que vous avez recensé le lac au complet? Donc à ce moment-là, non, je veux faire qu'une section. Puis la superficie recensée, admettons, sera 20%. Ici, vous allez pouvoir compléter aussi des renseignements importants sur le lac ou donc voilà. À tout moment, vous pouvez enregistrer les changements. Et puis, si vous revenez, donc si vous quittez, par exemple, si vous quittez votre formulaire, que vous vous déconnectez, en revenant dans soumettre les données, ici, vous allez pouvoir voir que ça a changé et que vous allez pouvoir choisir un formulaire déjà existant pour l'année courante, donc l'année 2023. Et vous allez trouver donc le formulaire que vous avez commencé à remplir. En le sélectionnant, vous verrez que le système a enregistré toutes vos modifications. Et vous allez pouvoir passer directement aux parties que vous n'avez pas complétées. Et donc voilà, vous allez vous retrouver ici au cœur du formulaire, au suivi des plongeons UAR, avec le nombre de plongeons, de couples, de jeunes, comme sur le formulaire papier. Puis les informations sur les nids, puis des petites questions supplémentaires et enfin, éventuellement, de manière facultative, l'observation d'autres espèces au lac. Voilà, ça a fait pas mal le tour de comment participer. Je pense que ça vous donne un bon aperçu. Donc, si j'en reviens à mon PowerPoint, hop.
Ici, je vous remets donc les informations de contact. Comme je le disais, maintenant avec le partenariat entre Oiseau Canada et Québec Oiseau, les communications sont distinguées pour l'anglais et le français. Si vous choisissez de communiquer en français, à ce moment-là, ça se fera avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel à uar@commercialquebecoiseau.org. Si vous choisissez de communiquer en anglais, à ce moment-là, votre personne ressource, votre personne de référence, ce sera Cathy Jones, qui est responsable des bénévoles et du programme à Oiseau Canada. Donc, à ce moment-là, vous pouvez la contacter à l'adresse courriel qui est indiquée juste ici. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, je tiens forcément à remercier Oiseau Canada pour avoir mis en place ce programme et puis nous avoir donné l'opportunité de ce partenariat. Je veux remercier aussi la Fondation TD, des Amis de l'Environnement, qui soutient ce projet. Euh, puis, euh, puis voilà, donc j'espère que pas mal d'entre vous seront convaincus de participer au programme pour la saison 2023. En attendant, sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir qu'il y a d'autres moyens de protéger les plongeons huards, de les aider, des bonnes pratiques à mettre en place quand vous allez profiter des lacs au Québec pendant cet été. Donc, essayez d'y faire attention. Puis voilà, je vous remercie de votre attention à tous. Et puis, je suis là pour répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, Laura. C'était une excellente introduction au programme puis au formulaire. Donc, effectivement, si on regarde les questions, il y en a quelques-unes. Et le premier, c'est Michel Renaud qui demande il y a combien de participants? Je pense qu'il avait déjà répondu au début. Oui, c'est ça. Depuis la création du programme, on compte environ 4000 participants au total. Ces dernières années, on compte à peu près 500 participants dans tout le Canada. Puis, ça peut être quelque chose comme une quarantaine au Québec. Puisqu'on a un objectif de participants pour le Québec. Idéalement, l'objectif pour justement avoir une meilleure idée des tendances au Québec, on aimerait ça pouvoir suivre 80 couples de plongeons huards supplémentaires, si possible en 2023, mais en tout cas dans les années à venir. Là. Ce serait l'objectif. Parfait. Il y a Diane Choquet qui dit, bon, je suis parti depuis 2006, est-ce que le dossier de mon lac est disponible? Dans le sens où pouvoir voir les données collectées ou dans quel sens? J'imagine tantôt, ce que tu as montré là, dans le formulaire, je pense que les lacs je pense que tous les lacs qui ont été inventoriés sont déjà dans le système. Donc, j'imagine qu'en se connectant, on devrait voir son lac. J'imagine que les données sont archivées. Quelqu'un qui partait depuis plusieurs années voit probablement ces données, les anciens formulaires qu'elle a soumis, puis tout ça. Là. Alors, ça, je pense pas que le système permet de revenir sur ces données. Définitivement, vous allez pouvoir voir le lac, puis pouvoir créer un nouveau formulaire pour la nouvelle année pour ce lac-là. Si jamais vous voulez accéder aux données du programme, à ce moment-là, les données sont disponibles comme l'année suivante par rapport au suivi. Puis, ça va passer par une demande directement à Cathy qui va pouvoir extraire les données pour vous. OK. Diane Paré, qui dit, bon, il y a quelques questions. La première question, les plongeurs sont présents au lac Bras-de-Corbe jusqu'en octobre. Doit-on les ajouter à l'inventaire? J'imagine que non. Non, c'est ça. Nous, on va vous demander essentiellement parce que à partir d'une certaine période, arrivé à l'automne, les
territoires vont comme être fondus, puis les UR vont commencer à se regrouper pour se préparer à la migration. Potentiellement, on suppose aussi qu'ils font du repérage de partenaires potentiels pour les années suivantes ou quoi. Mais donc, c'est pas vraiment les données qui vont nous intéresser. Nous, on va s'arrêter plutôt en août et puis juste savoir si les petits ont atteint ce cap des 6 semaines, quoi. Donc, c'est plus important pour nous d'avoir ces données-là, puis que vous nous les transmettiez, si possible, avant le 15 septembre environ. OK. Puis la deuxième question dit que le lac mesure 9 km de long avec plusieurs baies. Bon, dans la baie près de son chalet, il y a un couple, mais dans le lac au complet, il y en a 2 ou 3. Est-ce qu'elle devrait faire l'inventaire en fonction des baies ou pour tout le lac? Tu sais, dans le sens, est-ce que c'est préférable de sélectionner un lac au complet ou de créer une nouvelle section pour chaque lac pour être plus précis ou je ne sais pas? Non, à ce moment-là, si le lac au complet est suivi, à ce moment-là, faire un seul formulaire pour le lac au complet, puis le formulaire vous permettra d'indiquer combien il y a de couples. Donc, à ce moment-là, si vous êtes sûr qu'il y a 2 couples, vous allez pouvoir en fait distinguer. Le formulaire va vous permettre, si je reviens un peu en arrière dans ma présentation, ici, par exemple, vous allez pouvoir distinguer dans les colonnes. Hop, si j'ai mon petit laser, vous avez le couple 1, le couple 2. Donc, il faudra bien les identifier à ce moment-là. Et par exemple, pour le mois de juin, vous allez pouvoir dire le couple 1, est-ce qu'il a 0, 1, 2, jeune, 3 puis le couple 2 de la même manière. Et puis au mois de juillet, ce sera important donc de bien mettre les données qui correspondent au même couple dans la même colonne. Donc, est-ce que le couple 1, il a toujours autant de jeunes? Est-ce que le nombre est différent? Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir cocher pour chaque couple présent sur votre lac. Donc ça, on compte un formulaire par lac. Si jamais vous suivez par contre plusieurs lacs différents, à ce moment-là, ce sera important de vraiment faire un formulaire différent pour chaque lac. OK. J'ai Marie-Morissette qui demande si le plongeon revient toujours au même lac et qu'il est très territorial, est-ce que ces petits reviennent quand même au lac où ils sont nés? Et aussi demande combien de couples de huards peuvent se partager un lac. Pour la première question, j'aurais tendance à dire que non, que l'adulte va revenir pour sa reproduction. Les jeunes, tant qu'ils ne sont pas au stade de reproducteur, ils vont être en groupe sur d'autres lacs en général, probablement faire de la prospection pour des partenaires potentiels pour les années futures, puis jusqu'à temps de trouver leur propre lac pour leur nidification. Puis la deuxième question, pardon, sur le nombre de couples par lac, ça va dépendre de la taille du lac. Comme ce sont des espèces territoriales, si le lac est relativement petit, il y aura forcément qu'un couple. Si le lac est grand, à ce moment-là, on peut observer plusieurs couples sur un même lac, mais juste avec leur territoire bien défini et puis qui se mélangent pas. Marc Dufour demande, je les entends la nuit, quelques jours après la disparition de la glace. Est-ce que c'est utile même si je ne les vois pas encore? Non, comme on demande de déterminer le nombre, à ce moment-là, ce sera important de vraiment pouvoir les observer pour savoir combien vous en observez au maximum. En fait. On a Linda qui demande si est-ce qu'il y a des mesures à suivre pour atténuer le dérangement lors des inventaires. Par exemple, si on fait l'inventaire en canot. Oui, à ce moment-là, juste je remets mes petites meilleures façons d'aider les plongeons UR. Donc, ça s'applique au programme et puis pas au programme d'ailleurs. Mais essentiellement, il va falloir quand même
laisser de l'espace au plongeon huard. Donc, c'est très correct de faire le suivi en canot. D'ailleurs, dans certains lacs, ce sera presque indispensable pour pouvoir vraiment visiter le lac au complet. Mais il faudra en tout temps garder vos distances, surveiller éventuellement les signaux de stress des plongeons huards. Donc, ça peut être des vocalisations ou si le plongeon commence à se redresser ou même à comme battre des ailes dans le vide un peu, à ce moment-là, il veut vous faire comprendre que vous êtes trop près et que ça le stresse. Donc, gardez vos distances et puis ne vous approchez pas non plus du nid. Si vous approchez du nid, les parents vont fuir et à ce moment-là, le nid sera potentiellement plus sujet à de la prédation ou à un abandon complet par les parents. Donc, c'est important de ne pas s'approcher du nid. De la même manière, les bateaux à moteur vont être pas recommandés. Notamment, ça va pouvoir inonder parfois les nids avec la création des vagues. Puis ça va créer quand même beaucoup de dérangements. Donc, c'est pas mal ça. Ah, puis j'ai vu tantôt quand tu as présenté le formulaire que si on voit un nid, si on tombe sur un nid par hasard, on peut l'indiquer, mais que c'est absolument pas l'objectif de trouver un nid. Là. Je pense qu'il était écrit n'en cherchez pas. Exactement. C'est important de garder ça en tête. On ne demande vraiment pas de chercher les nids. Tout ce qui nous intéresse à nous, ça va être vraiment l'observation des plongeons adultes et puis des jeunes. Si vous en voyez un, si vous tombez par hasard sur le nid, à ce moment-là, vous aurez l'occasion de nous donner cette information-là dans le formulaire. Mais voilà, partez pas à la recherche du nid. Prochaine question. Brigitte qui dit qu'elle a une amie qui demeure près de la rivière d'Émile-Île. Est-ce que les données d'une rivière pourraient nous intéresser? Probablement que ce serait à ce moment-là du cas par cas, peut-être nous contacter pour voir si la rivière pourrait potentiellement présenter un potentiel de nidification pour les plongeons huards. Parce que peut y avoir des baies, des bras de rivière ou quoi qui pourraient accueillir des plongeons huards, mais à ce moment-là, je suggérerais de nous contacter pour voir plus précisément dans ce cas-là si ça vaut le coup de faire le suivi ou pas. Parfait. Caroline demande si je suis inscrite sur eBird ou Merlin, est-ce que j'ai déjà un compte? Non, c'est pas lié les comptes eBird ou Merlin avec Nature Counts. Et ça vous prendra vraiment un compte Nature Counts. Parfait. Lucie, bien que je vois régulièrement les huards adultes depuis 2 mois, comment repérer les oisillons tout petits? Est-ce qu'ils se tiennent à certaines distances de leur nid ou dans une aire spécifique du lac? C'est une bonne question. Vous allez quand même pouvoir les voir avec les parents, je dirais, parce qu'ils vont vraiment en dépendre pour le nourrissage notamment. Puis comme je le disais tantôt, ils vont se reposer sur leur dos. Donc, ça prendra probablement une paire de jumelles pour pouvoir les repérer. Mais c'est pour ça, en fait, qu'on suggère au minimum 2 heures d'observation. Ça vous permettra justement selon les activités des plongeons huards dans la journée, de pouvoir voir ceux qui n'étaient pas là, ceux que vous ne pouviez pas voir finalement au début de l'observation. Là. Donc, prenez votre temps, puis ça. Robert demande comment savoir si notre lac est déjà suivi. Alors, on ne fait pas d'attribution en fait, des lacs. On ne peut pas vraiment savoir qui c'est qui va suivre quel lac pour la saison à venir. En général, on le sait juste après coup, finalement, quand on reçoit les données, parce que les gens qui s'inscrivent ne participent pas forcément toujours ou quoi. Donc,
Donc, c'est ça. Partez du principe que le suivi d'un lac est toujours intéressant à faire. Même si les données nous arrivent en double, au final, ça a quand même un intérêt parce que ça nous permet de faire une certaine vérification de la collecte des données dans le cadre du programme, puis de valider notre protocole finalement. Donc, c'est ça. Vous n'aurez pas vraiment moyen de savoir, puis même nous, on ne pourra pas vraiment vous le dire. Donc, partez du principe que si vous avez la possibilité de faire le suivi d'un lac, allez-y. Sébastien demande si on voit un couple de huards sur un autre plan d'eau que celui que nous nous sommes identifiés, est-ce qu'on peut soumettre nos observations? Ça vous prendra vraiment de faire le suivi au complet. Nous, on ne pourra pas utiliser des données pas complètes, c'est-à-dire si on n'a pas des observations une fois en juin, une fois en juillet, une fois en août, au minimum pour un plan d'eau donné, à ce moment-là, c'est des données qu'on ne va pas vraiment pouvoir utiliser. Donc ça, si jamais vous avez la possibilité, même si c'est en juillet, puis que vous voulez créer un nouveau formulaire parce que vous voulez finalement faire le suivi d'un lac supplémentaire, à ce moment-là, allez-y, mais c'est ça, une observation, admettons, au cours de l'été suffira pas, il nous faudra vraiment au minimum les 3. Donc, on peut effectivement mentionner que quelqu'un peut s'inscrire sur plusieurs lacs, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, d'ailleurs, si vous êtes à la retraite et que vous n'avez rien à faire cet été, que vous voulez faire plein d'inventaires de plongeurs huards, on vous invite. Il n'y a pas de limite au nombre de lacs où vous pouvez vous inscrire. Puis même pour ceux qui ont eu l'habitude de noter leurs observations, par exemple sur eBird, de plongeons UR sur leur lac, puis qu'ils n'avaient pas connaissance du programme, si jamais vous avez des données suffisantes pour compléter un formulaire, à ce moment-là, vous pouvez très bien imprimer le formulaire papier, puis nous envoyer vos données pour des années passées. Pour nous, ce sera toujours des bonnes données à prendre. Il suffit juste que vous ayez toutes les informations au complet là, sur le nombre de plongeons UR adultes et jeunes au cours de l'été. Puis n'hésitez pas à nous envoyer vos données passées. À ce moment-là, il faudra juste le faire forcément sur le formulaire papier parce que le formulaire en ligne vous permettra seulement de saisir vos données pour l'année courante, quoi. OK. Il y a juste 3 petites questions. Jean demande, est-ce qu'un couple peut occuper 2 lacs? C'est une bonne question. J'imagine qu'un couple va choisir un lac pour la nidification, mais après, par contre, c'est possible qu'un plongeon aille au lac voisin pour se nourrir éventuellement. OK. OK, là, les 2 questions qui restent, c'est plus le niveau de la biologie des huards. Un autre genre demande, est-ce que c'est normal que les adultes partent toujours en migration 2 à 3 semaines avant les jeunes? Oui, tout à fait. C'est un phénomène qui est observé. Les jeunes vont prendre plus de temps, puis se regrouper. Comme je le disais tantôt, il y a une hypothèse sur le fait qu'ils se regroupent pour évaluer les autres pour des partenaires futurs potentiels. Donc, C'est peut-être la réponse aussi à l'autre question. C'est Yvon qui demande et qui mentionne qu'il a déjà remarqué quelques-uns un attroupement de huards, une vingtaine, qui a duré une seule journée, puis demande si c'est exceptionnel. Donc, c'est peut-être ce que tu viens de mentionner. c'est ça. Avant le départ en migration, là, à l'automne, c'est un phénomène qui peut être remarqué. Ouais. OK. Je pense que c'était la dernière question. Il y a Michel qui fait dire merci pour la présentation. J'attends les UR pour faire le suivi de mon site. Mais n'oubliez pas, si jamais vous n'avez toujours pas de UR au mois de juillet,
vous pouvez quand même remplir le formulaire puis nous l'indiquer. C'est aussi important en soi de savoir où est-ce que les plongeons UR ne jugent pas bon de se reproduire. Puis ça peut donner des indices bah, ça, sur les tendances observées. Mais Oui, puis ben, en tout cas, connaissant Michel qui a posé la question, je sens que ça sera un très bon participant et je sais qu'il y a beaucoup de lacs. En tout cas, je suis jaloux du nombre de lacs qu'il y a aux environs d'où il demeure. Mettons qu'à Montréal, le suivi des UR, c'est un peu plus difficile. Ah, j'ai une question qui vient de s'ajouter. Lynn Bellil, est-ce que les couples restent unis pour la vie? a priori, non. Ils vont avoir tendance à se retrouver plusieurs années de suite, mais il n'y a pas vraiment de couple uni pour la vie en soi. Parfait. Là, ça fait le tour. Attends, il y a une autre question qui vient de s'ajouter. Ah, bon, ben, j'ai Andréane Campo qui dit merci pour la présentation. Je suis inscrite au programme et déjà observé mon couple de UR. J'ai bien hâte pour la suite. Donc, oui. Super. Ben, merci beaucoup pour tous ceux qui vont participer cette année-là. Puis merci d'avoir assisté à la présentation. Là. J'espère que ça aura donné envie à certains, puis répondu aux questions de tout le monde. Oui. Puis, comme tu l'avais mentionné au départ, là, la présentation, là, on l'a enregistrée, on va la mettre sur la chaîne YouTube de Québec Oiseau et elle sera aussi, il y aura un lien là, directement depuis la page du programme de suivi de la page de Québec Oiseau. Donc, si vous avez besoin d'y retourner pour voir notamment la marche à suivre pour créer une nouvelle section de lac, ce sera disponible. Là. Oui, tout à fait. Puis je suis disponible par email s'il y a quoi que ce soit là. N'hésitez pas à contacter l'adresse courriel là que vous voyez à l'écran. Oui. Là, je vois dans le clavardage, il y a Diane qui dit qu'elle est déjà inscrite, elle va au chalet demain, bien hâte de compléter le formulaire. Donc voilà, c'est parti pour aller chercher plus de données sur le UR. Ça fait vraiment plaisir de voir autant d'engouement pour le programme. Là. Je suis vraiment contente. Objectif atteint. Oui. Donc, ben voilà, donc c'est ça. C'est ce qui met fin à la présentation, à nos présentations webconférences. Donc, comme j'avais mentionné tantôt, on prend une pause de webconférence pour l'été. Les prochaines seront en septembre. On est en train de regarder, de monter la programmation. Puis ben, sinon, ben, on vous invite effectivement à participer au programme de suivi des UR pour cet été. Donc, ben, puis la présentation sera en ligne là, probablement demain ou après-demain. On fera peut-être juste une petite publication sur notre page Facebook pour mentionner quand ce sera fait. Donc, ben voilà, ben merci encore, Laurent. Super bonne présentation. Ouais. Merci à tout le monde qui a participé. Vraiment, merci. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent au programme. Là. Donc, c'était un plaisir. Oui, bon, ben, bonne fin de soirée tout le monde. Bye. Bye bye.